Au barbecue dominical de la famille, le frère de mon mari a lancé une blague cruelle devant tout le monde: si tu disparaissais demain, personne ne le remarquerait. Tous ont ri. Sauf moi. J'ai simplement levé ma brochette et j'ai répondu: défi accepté. Cette nuit-là, j'ai tout quitté, j'ai coupé les ponts et je me suis évanoui dans la nature. 1 an plus tard, ils ont frappé à la porte de mon refuge, mais la femme qu'ils cherchaient n'existait plus. Voici mon histoire. Avant de vous raconter comment j'en suis arrivé là, comment ma vie a basculé en une seule phrase, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous regardez cette vidéo, et quelle heure il est chez vous. C'est une façon pour moi de me sentir moins seule en partageant ce récit. Maintenant, revenons 8 ans en arrière, au tout début. Je m'appelle Élise. Mon histoire avec Mathieu a commencé comme un cliché de film romantique, dans un petit café sur les pentes de la Croix-Rousse, à Lyon. Je me souviens encore de l'odeur du café chaud et du son de sa voix, un peu grave, un peu timide, quand il m'a demandé s'il pouvait s'asseoir à ma table. Ce jour-là, nous avons parlé pendant des heures, comme si nous nous connaissions depuis toujours. Il était l'homme que j'avais attendu toute ma vie, gentil, ambitieux, avec un regard qui semblait lire au plus profond de mon âme. Notre amour a grandi vite, fort, évident. Moins de 2 ans plus tard, nous étions mariés. Nous n'avions pas beaucoup d'argent, mais nous avions un rêve immense, une petite maison avec un jardin, juste assez grande pour nous et les enfants que nous espérions tant avoir. Nous l'avons trouvée à Caluire-et-Cuire, une bâtisse un peu vieille qui avait besoin d'amour, tout comme nous avions de l'amour à lui donner. Les premières années ont été un véritable bonheur. Je revois encore nos week-ends passés à peindre les murs en blanc, nos mains couvertes de peinture, nos rires résonnant dans les pièces vides. Je me souviens du premier rosier que nous avons planté ensemble dans le jardin, un rosier Pierre de Ronsard, dont les fleurs sont devenues le symbole de notre amour naissant. Chaque soir, nous nous asseyions sur le sol du salon, encore dépourvu de meubles, avec une bouteille de vin des Côtes-du-Rhône, et nous dessinions des plans pour notre avenir. Une chambre pour le bébé, une balançoire sous le grand chêne, une bibliothèque remplie de nos livres préférés. Nous n'étions pas juste un couple, nous étions une équipe, des architectes construisant la forteresse de notre bonheur. Le jour de notre mariage, sous le soleil de juin, Mathieu m'avait murmuré à l'oreille: toi et moi, contre le monde entier. Nous traverserons toutes les tempêtes, tant que nous serons ensemble. J'y ai cru de toute mon âme. Ces mots étaient devenus ma devise, le mantra qui rythmait mes journées. Chaque difficulté au travail, chaque petit souci du quotidien semblait insignifiant face à la certitude de notre amour. Notre maison n'était pas seulement faite de briques et de mortier, elle était faite de nos espoirs, de nos promesses et de cette conviction inébranlable que rien, absolument rien, ne pourrait jamais nous séparer. Nous avions bâti notre petit royaume, un sanctuaire protégé du monde extérieur, un lieu où seul l'amour avait droit de citer. Ce fondement semblait indestructible, bâti avec l'amour le plus pur. Mais je ne savais pas que même les fondations les plus solides peuvent être érodées de l'intérieur, par un chagrin silencieux. La 5e année de notre mariage a marqué le début de la fin, même si, à l'époque, je me refusais à le voir. Notre rêve d'enfant, si présent dans nos plans et nos conversations, ne se concrétisait pas. Les mois passaient, puis les années, et la chambre que nous avions peinte en bleu pastel restait désespérément vide. C'est là que le silence a commencé à s'installer. Nous avons poussé la porte des cliniques de fertilité. L'odeur aseptisée de ces lieux, le ton faussement optimiste des médecins, les salles d'attente remplies de couples au regard perdu, tout cela est devenu notre nouvelle routine. Je me souviens des trajets en voiture pour nous y rendre, Mathieu tenant le volant, les mains crispées, le regard fixé sur la route, ne disant pas un mot. Au début, j'essayais de briser la glace. Je mettais de la musique, je faisais une blague, je lui prenais la main en lui disant que nous allions y arriver, ensemble. Il répondait par un grognement ou un sourire forcé qui n'atteignait jamais ses yeux. Chaque traitement était une montagne russe d'émotions. L'espoir fou lors de la première injection, l'attente insoutenable des résultats, puis la chute brutale, le désespoir qui vous coupe le souffle quand le verdict tombe, encore et encore, négatif. Je pleurais, souvent seul dans la salle de bain pour ne pas l'accabler. Lui, il ne pleurait pas. Il se fermait. Le chagrin, chez Mathieu, se transformait en une sorte de muraille invisible mais infranchissable.
Il a commencé à travailler de plus en plus tard. Ces « réunions importantes » devenaient une excuse presque quotidienne. Quand il rentrait, il était épuisé, disait-il. Il mangeait rapidement, regardait la télévision sans vraiment la voir, et s'endormait presque aussitôt. Le lit que nous partagions est devenu un territoire immense et glacial. Il ne me touchait plus. Pas par méchanceté, je crois, mais par une sorte d'épuisement émotionnel. Il n'avait plus rien à donner. J'ai commencé à me sentir incroyablement seul. Et coupable. Mon propre monologue intérieur était devenu mon pire ennemi. C'est de ma faute, me disais-je en pleine nuit, le regard fixé sur le plafond. C'est mon corps qui nous trahit. Je lui ai promis une famille, et je suis incapable de la lui donner. Cette pensée toxique tournait en boucle dans ma tête. Alors, j'ai redoublé d'efforts. Je lui préparais ses plats préférés, j'organisais des week-ends surprises pour tenter de retrouver notre complicité d'avant, je lui laissais des mots d'amour sur son oreiller. Mais tout ce que je faisais semblait glisser sur lui sans jamais l'atteindre. C'était comme essayer de remplir un seau percé. Un soir, j'ai tenté une dernière approche. Il était assis sur le canapé, le regard vide. Je me suis assise à côté de lui et j'ai dit doucement, « Mathieu, parle-moi. Dis-moi ce que tu ressens. On est une équipe, tu te souviens? On doit affronter ça ensemble. » Il a tourné la tête vers moi, et pour la première fois, j'ai vu une lueur de douleur pure dans ses yeux. Il a juste secoué la tête et murmuré, « Je ne peux pas, Élise. Je n'ai pas les mots. » Puis il s'est levé et il est allé se coucher. Ce soir-là, j'ai compris. J'avais perdu mon mari. Il était là, physiquement, mais son esprit, son cœur, était parti ailleurs, dans un lieu où je ne pouvais pas le rejoindre. La maison que nous avions construite avec tant d'amour n'était plus qu'une coquille vide, hantée par le fantôme de nos rêves brisés. Le silence était devenu un troisième occupant dans notre maison. Bientôt, un quatrième, puis un cinquième et un sixième allaient arriver, et ils ne seraient pas silencieux du tout. La tempête est arrivée un mardi soir pluvieux d'octobre. Des coups violents à la porte d'entrée nous ont fait sursauter, Mathieu et moi, alors que nous dînions dans notre silence habituel. C'était Vincent, le frère aîné de Mathieu. Il était trempé, les yeux rouges, avec ses deux enfants, Tom, 8 ans, et Lucie, 6 ans, qui se cachaient derrière ses jambes. Derrière lui, sur le trottoir, quelques sacs poubelles remplis de vêtements constituaient tout son bagage. Son divorce avec sa femme venait d'exploser de la manière la plus sordide qui soit. Il nous a raconté, entre deux sanglots théâtraux, une histoire de trahison, de cris, d'objets cassés. Sans même me consulter du regard, Mathieu s'est tourné vers son frère et a dit, « Tu restes ici. Le temps qu'il faudra. » J'étais abasourdi. Ma maison, mon sanctuaire de silence douloureux, allait devenir un refuge. Je n'avais pas eu mon mot à dire. Plus tard dans la soirée, alors que Vincent et les enfants s'installaient dans la chambre d'amis, notre fameuse chambre de bébé vide, j'ai essayé d'en parler à Mathieu. « Juste quelques jours, Élise, s'il te plaît » m'a-t-il supplié. C'est mon frère. Il a toujours eu des problèmes depuis qu'on est petit. Nos parents ont toujours attendu plus de moi, ils l'ont toujours un peu mis de côté. Je me sens responsable. Face à sa détresse, et à cette explication qui donnait un semblant de logique à sa décision, j'ai cédé. J'ai ravalé mes doutes. Après tout, ce n'était que pour quelques jours. Les « quelques jours » se sont transformés en semaines. Vincent n'a fait aucune démarche pour trouver un travail ou un appartement. Il passait ses journées sur notre canapé, à regarder des émissions de sport, laissant des canettes de bière vides sur la table basse. Les enfants, livrés à eux-mêmes, ont transformé notre salon impeccablement rangé en un champ de bataille de jouets en plastique et de miettes de gâteau. Le bruit était constant. Les cris, les courses dans les couloirs, la télévision à plein volume du matin au soir. Le silence glacial que je détestais en me manquait presque. Vincent, en plus d'être un invité peu scrupuleux, était sarcastique. Il avait une façon de faire des remarques désobligeantes sous couvert d'humour. « Alors, Élise, toujours aussi sérieuse ? Faut se détendre un peu dans la vie, » disait-il en me voyant rentrer fatiguée du travail. Mathieu ne disait rien. Il souriait, mal à l'aise. L'incident qui a tout fait basculer s'est produit un samedi après-midi. Je rangeais le salon quand Tom,
le fils de Vincent, a fait tomber le vase en céramique que ma grand-mère m'avait légué avant de mourir. C'était la seule chose de valeur sentimentale que je possédais d'elle. L'objet s'est brisé en 1000 morceaux sur le carrelage. Mon cœur s'est brisé avec lui. Les larmes me sont montées aux yeux, un mélange de chagrin pour l'objet perdu et de frustration accumulée. Vincent a haussé les épaules. Oh, zut! C'est rien, c'est que de la vaisselle. J'ai senti la rage monter en moi. J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais Mathieu est intervenu. Il m'a attrapé par le bras et m'a entraîné dans la cuisine. Élise, arrête, m'a-t-il chuchoté avec colère. Ne fais pas de scène devant les enfants. C'est un accident. Je t'en achèterai un autre. Un autre, ai-je murmuré, la voix tremblante. Tu ne comprends donc rien? Cet objet ne se remplace pas, Mathieu. Il m'a regardé avec une totale incompréhension. Pour lui, ce n'était qu'un objet. Il ne voyait pas le symbole, le souvenir, le dernier lien tangible avec ma grand-mère. Il ne voyait que la crise de sa femme, une crise qui mettait en péril la paix fragile qu'il essayait de maintenir pour son frère. En cet instant, j'ai compris que je n'étais plus sa priorité. Sa loyauté allait à son frère, à cette famille de sang qui venait de faire irruption dans notre vie et de tout piétiner sur son passage. Il pensait qu'un objet pouvait être remplacé par un autre. Il n'avait pas compris que ce n'était pas le vase qu'il fallait remplacer, mais le respect qui venait d'être brisé. Après l'incident du vase, un nouveau cap a été franchi. J'avais l'impression d'être une étrangère dans ma propre maison, une sorte de gouvernante non rémunérée dont l'opinion ne comptait plus. Mais le pire était encore à venir. Vincent, sentant l'impunité que lui conférait la protection de Mathieu, a commencé à dépasser toutes les limites, notamment sur le plan financier. Je suis quelqu'un de prudent avec l'argent. Mathieu et moi avions toujours fait attention, mettant de côté pour nos projets, pour l'avenir. L'arrivée de 3 personnes supplémentaires a naturellement augmenté nos dépenses, mais j'avais accepté cela comme une nécessité temporaire. Ce que je n'avais pas prévu, c'est que Vincent considérait mon portefeuille comme une extension du sien. Tout a commencé par de petites choses. Il empruntait 20 € de mon sac à main, en promettant de me les rendre, ce qu'il ne faisait jamais. Il utilisait ma voiture pour ses courses personnelles, la ramenant avec le réservoir vide. À chaque fois, Mathieu minimisait. Oh, allez, Élise, pour 20 €. Il est dans une situation difficile. Le coup de grâce est arrivé avec le relevé de ma carte de crédit. En l'ouvrant, mes yeux se sont arrêtés sur une ligne de dépenses que je ne reconnaissais pas. Près de 300 € dépensés sur une plateforme de jeu en ligne. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'ai tout de suite compris. Les enfants de Vincent passaient des heures sur ma tablette. Il avait dû voir mon mot de passe ou, pire, enregistrer mes informations bancaires. Ce soir-là, j'ai attendu que les enfants soient couchés. J'ai posé le relevé sur la table du salon, devant Vincent et Mathieu. J'ai essayé de garder mon calme. Vincent, peux-tu m'expliquer ça, ai-je demandé en montrant la ligne. Il a à peine jeté un œil au papier. Il a eu un petit sourire en coin, ce sourire qui me donnait envie de hurler. Ah, ça? Les gosses, tu sais ce que c'est. Ils ont dû cliquer sans faire exprès. C'est des bêtises, ces jeux. Il n'y avait pas une once de regret dans sa voix. Des bêtises à 300 €, Vincent. C'est mon argent. C'est là que Mathieu est intervenu, avec son ton habituel de pacificateur exaspéré. Élise, baisse la voix. Ce n'est que de l'argent. Vincent a raison, les enfants n'ont pas fait exprès. Paye la facture, et on leur expliquera de ne plus le faire. Ne gâche pas la soirée pour ça. Ne gâche pas la soirée? J'étais sidérée. Ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de respect, de violation de ma confiance, de vol. Et mon mari me demandait de payer et de me taire. Quelques jours plus tard, une autre humiliation m'attendait. Mathieu avait des amis à dîner, et j'avais passé l'après-midi à cuisiner. Au moment où les invités arrivaient, Vincent est descendu de sa chambre. Il portait un magnifique manteau en cachemire que j'avais offert à Mathieu pour notre 5e anniversaire de mariage. Un cadeau coûteux, choisi avec amour, qui symbolisait une étape importante pour nous. Le voir sur les épaules de cet homme qui me méprisait ouvertement a été comme un coup de poignard.
J'ai regardé Mathieu, espérant une réaction. Il m'a juste fait un petit signe de tête, comme pour dire, laisse tomber, pas maintenant. J'ai payé la facture, j'ai regardé ce manteau sur ses épaules, et j'ai compris. Je n'étais plus la maîtresse de maison. J'étais devenue une ressource, un simple moyen pour faire fonctionner leur vie. À ce moment-là, j'ai envie de vous demander, si vous aviez été à ma place, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous continué à endurer, ou auriez-vous explosé? Dites-le moi dans les commentaires. Votre avis m'intéresse vraiment. L'humiliation financière et matérielle n'était que la partie visible de l'iceberg. Le plus destructeur, le plus insidieux, était la manière dont ma présence même devenait insignifiante. Jour après jour, j'étais effacée, gommée du tableau de ma propre vie. Je me souviens d'un soir en particulier. J'avais eu une journée difficile au travail, mais j'avais réussi à décrocher un petit contrat dont j'étais fière. En rentrant, j'étais excitée à l'idée de le partager avec Mathieu, espérant voir une lueur de fierté dans ses yeux, comme avant. J'ai commencé à raconter, assise à la table de la cuisine pendant qu'il lisait le journal. Chérie, tu ne devineras jamais. J'ai enfin eu le client du rang, après des semaines de négociations. J'étais au milieu de ma phrase quand Vincent est entré dans la pièce, une bière à la main. Et, Matt? T'as vu le match hier soir? L'arbitre était complètement vendu. Instantanément, Mathieu a posé son journal. Son visage s'est animé. Ah oui, n'en parlons pas. Ce penalty était une honte absolue. Ils ont commencé un débat passionné sur le football, riant, s'indignant. Mon histoire, mon succès, tout cela s'est évaporé dans les airs. Ils ne se sont jamais retournés vers moi pour me demander de finir ma phrase. J'étais là, assise, la bouche encore entr'ouverte, mais j'étais devenue invisible. Je me suis levée sans un mot, j'ai débarrassé mon assiette et je suis montée. Personne n'a remarqué mon départ. Ces micro-agressions sont devenues mon quotidien. Je préparais le dîner avec soin, Vincent se plaignait que la viande était trop cuite. J'achetais un nouveau fromage pour faire plaisir à Mathieu, Vincent grimaçait en disant qu'il détestait ça. Et à chaque fois, le silence assourdissant de mon mari. Pas un mot pour me défendre, pas un geste pour reconnaître mes efforts. C'était plus simple de me laisser critiquer que d'affronter son frère. Le manque de respect s'étendait à mon espace personnel. Je retrouvais les vêtements de Vincent dans ma machine à laver, ses chaussures sales devant la porte d'entrée, les dessins des enfants scotchés sur les murs de notre chambre. Notre chambre. Le dernier bastion de notre intimité, qui n'en était plus une. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à dormir ailleurs. J'ai installé un petit matelas dans le bureau. La première nuit, Mathieu est venu toquer. « Qu'est-ce que tu fais » a-t-il demandé, l'air perdu. « Je dois finir un dossier important, j'ai besoin de calme » ai-je menti. C'était plus facile que de lui dire la vérité, je ne supporte plus de dormir à côté d'un homme qui me laisse me faire traiter comme un paillasson. Je ne supporte plus ton absence à mes côtés. Il n'a pas insisté. Je crois qu'au fond, ma décision l'arrangeait. Cela lui évitait d'avoir à affronter le gouffre qui s'était creusé entre nous. Les nuits dans le bureau étaient solitaires et froides, mais étrangement, je m'y sentais plus en sécurité. J'étais à l'abri des critiques, des soupirs d'exaspération, de l'indifférence. J'étais seule, mais au moins, je n'avais plus l'illusion d'être accompagnée. Je m'endormais en pleurant silencieusement, en me demandant comment la femme amoureuse et pleine de vie que j'étais avait pu en arriver là. On ne se brise pas d'un seul coup. On s'effrite, jour après jour, parole après parole, silence après silence. Et j'étais en train de devenir poussière dans ma propre maison. Le jour où j'ai pris la décision de partir n'a pas été un jour de grande dispute ou de drame. C'était un mardi matin ordinaire. Je m'étais réveillée sur mon matelas dans le bureau, le dos endolori, au son des cris des enfants dans le couloir. En passant devant le miroir de la salle de bain, je ne me suis pas reconnue. J'ai vu une femme aux traits tirés, au regard éteint, avec des cernes qui témoignaient de ses nuits sans sommeil. Et c'est là, en fixant mon propre reflet fantomatique, que j'ai su. Je ne pouvais plus continuer comme ça. Ce n'était plus une question d'amour ou de mariage. C'était une question de survie. Mon plan n'était pas un coup de tête. Il a mûri en secret, méticuleusement, comme une stratégie de guerre menée dans le plus grand silence.
Pendant ma pause déjeuner, au lieu d'aller manger avec mes collègues, j'ai pris rendez-vous avec une avocate. Assise dans son bureau feutré, j'ai raconté mon histoire d'une voix neutre, presque clinique. Elle m'a écouté sans me juger et m'a préparé les papiers du divorce. Je les ai signés, le cœur battant, et je les ai cachés au fond d'un tiroir de mon bureau, sous de vieilles factures. C'était ma bombe à retardement, mon assurance vie. Ensuite, j'ai commencé l'opération logistique. J'ai ouvert un nouveau compte en banque dans une agence loin de notre quartier, en utilisant mon nom de jeune fille. Chaque mois, je virais discrètement une petite partie de mon salaire dessus. C'était mon fonds de libération. J'ai loué un petit box de stockage dans une zone industrielle de la banlieue lyonnaise, un endroit où personne n'aurait l'idée de me chercher. Le plus difficile a été de sortir mes affaires de la maison sans éveiller les soupçons. J'ai profité des moments où j'étais seule. Je fais un grand tri, je vais donner des vêtements à une association, disais-je. Dans des cartons étiquetés, vêtements hiver, ou vieux livres, je glissais les choses qui comptaient vraiment pour moi, les albums photos de mon enfance, les lettres de ma grand-mère, mes diplômes, quelques objets qui me rappelaient qui j'étais avant de devenir l'ombre de moi-même. Chaque trajet jusqu'au box de stockage était un mélange de peur panique d'être découverte et d'une immense sensation de légèreté. Chaque carton déposé était une chaîne en moins. J'ai aussi commencé à chercher un refuge. Sur Internet, tard le soir, sur l'ordinateur de mon bureau, je parcourais les annonces de location dans des régions reculées. Mon choix s'est porté sur l'Ardèche, une région sauvage et magnifique où nous avions parlé, dans une autre vie, de prendre notre retraite. L'ironie était cruelle, mais l'idée de me cacher dans les vestiges de nos rêves avait quelque chose de poétique et de juste. J'ai trouvé une petite maison en pierre, isolée, à louer au mois. Un soir, ma meilleure amie Céline m'a appelée. « Élise, ça va ? Tu as une voix bizarre en ce moment. On ne se voit plus beaucoup. » J'ai senti les larmes me monter aux yeux. J'aurais tant voulu tout lui dire, me confier, pleurer sur son épaule. Mais je ne pouvais pas impliquer quelqu'un aurait mis mon plan en péril. J'ai dû mentir. Tout va bien, Céline. Juste beaucoup de travail, tu sais ce que c'est. Raccrocher ce téléphone a été l'une des choses les plus difficiles. J'étais complètement seule. Chaque mensonge à Céline, chaque objet que je sortais de la maison, était un pas de plus vers ma libération. J'attendais juste le signal final, l'acte qui me donnerait la permission de partir sans regret. Le signal final est arrivé un dimanche de juin, un de ces dimanches ensoleillés parfaits pour un barbecue. Je m'étais échappée de la maison une partie de la journée, prétextant une course urgente, mais en réalité, j'avais simplement roulé sans but, la fenêtre ouverte, cherchant à respirer un air qui ne soit pas vicié par la tension de mon foyer. En rentrant en fin d'après-midi, j'ai été surprise de voir plusieurs voitures garées devant chez nous. Des rires et de la musique s'échappaient du jardin. Mon cœur s'est serré. J'ai traversé la maison et j'ai découvert la scène. Pratiquement toute la famille de Mathieu était là, ses parents, Gérard et Sylvie, ses oncles, ses tantes, ses cousins. Ils avaient organisé un grand barbecue familial. Sans moi. Personne n'avait jugé utile de me prévenir. Je suis restée sur le seuil de la porte-fenêtre, invisible pendant quelques secondes. Mathieu riait avec son père près du grill. Vincent, un verre de rosé à la main, trônait au milieu d'un groupe, racontant une blague. Ma belle-mère, Sylvie, m'a aperçue la première. « Ah, Élise, te voilà enfin. On se demandait où tu l'étais passée. Peux-tu aller chercher des assiettes à l'intérieur ? Il en manque. » Pas de bonjour, pas d'excuses. Juste un ordre. J'ai obéi, le visage impassible. J'ai joué mon rôle, celui de l'hôtesse de l'ombre. J'ai souri, j'ai demandé aux gens s'ils voulaient boire quelque chose, j'ai coupé le pain. Mais à l'intérieur, une rage froide montait. Je me sentais comme une figurante dans le film de ma propre vie. Le moment fatidique est arrivé alors que je me tenais un peu à l'écart, une assiette avec une simple brochette à la main, n'ayant même pas faim. Vincent, me voyant seul, a levé son verre et a lancé d'une voix forte, pour que tout le monde entende, avec son habituel sourire narquois. « Vous savez, si Élise disparaissait demain, je ne pense même pas que quelqu'un le remarquerait. » Un silence a flotté une fraction de seconde. Puis, les rires ont éclaté. D'abord ceux de ses cousins,
puis de son oncle, et même de ma belle-mère, un petit rire pincé et méprisant. J'ai tourné la tête vers Mathieu. C'était mon dernier espoir. J'ai cherché dans ses yeux un signe de défense, d'indignation. N'importe quoi. Mais il n'y a eu rien. Il a juste esquissé un sourire gêné et a détourné le regard, comme si ma propre humiliation le mettait mal à l'aise. Ce n'était pas juste un rire. C'était un son qui effaçait mes 8 années de mariage, mes sacrifices, ma présence. Chaque éclat de rire était comme un coup physique. En cet instant, j'ai senti quelque chose se briser en moi, mais ce n'était pas de la tristesse. C'était une libération. Le dernier fil qui me retenait venait de céder. Je me suis redressée. J'ai regardé Vincent droit dans les yeux, puis j'ai balayé l'assemblée du regard. J'ai levé ma brochette, comme si je portais un toast. D'une voix parfaitement calme, claire, et qui ne tremblait pas, j'ai dit les 2 mots qui allaient sceller mon destin, défi accepté. Quelques personnes ont ricané, pensant que je rentrais dans son jeu, que je faisais preuve d'autodérision. Ils n'ont pas vu le feu glacial qui venait de s'allumer dans mon regard. Ils n'ont pas compris que ce n'était pas une blague. C'était une promesse. À cet instant, le barbecue n'avait plus une odeur de viande grillée, mais une odeur de cendres. Les cendres de mon ancienne vie. Et j'allais danser dessus avant de partir. La fête s'est terminée tard. Les invités sont partis les uns après les autres, me lançant des « au revoir » distraits, inconscients du drame qui venait de se nouer. Je les ai regardés partir, un par un, avec le calme étrange qui précède les grandes tempêtes. Mon plan, jusqu'alors une construction théorique, était devenu une certitude brûlante. L'heure était venue. J'ai attendu. J'ai attendu que Mathieu, fatigué et légèrement ivre, monte se coucher sans même me souhaiter bonne nuit. J'ai attendu que Vincent et les enfants s'endorment, que la maison soit enfin plongée dans le silence et l'obscurité. Vers 1 heure du matin, tout était calme. C'était le moment. Mes gestes étaient précis, presque mécaniques. Je suis allé dans mon bureau et j'ai sorti l'enveloppe contenant les papiers du divorce que j'avais signé des semaines plus tôt. Je suis descendu à la cuisine et je l'ai posé bien en évidence sur la table, là où Mathieu prend son café chaque matin. Il ne pourrait pas la manquer. Sur l'enveloppe, j'ai collé un simple post-it jaune. Avec un feutre noir, j'ai écrit 3 mots, une question qui résumait des années de silence et d'indifférence. Tu as remarqué ? Ensuite, je suis remonté chercher le sac de voyage que j'avais préparé et caché au fond de mon armoire. Il contenait le strict nécessaire, des vêtements, ma trousse de toilette, mon ordinateur portable, les documents importants et l'argent liquide que j'avais mis de côté. C'était toute ma vie qui tenait dans un seul sac. Je suis redescendu sur la pointe des pieds. En passant devant le salon, j'ai jeté un dernier regard à cette pièce qui avait été le théâtre de tant de rêves, puis de tant de déceptions. Aucune tristesse. Juste un immense sentiment de soulagement. Arrivé à la porte d'entrée, j'ai hésité une seconde. Devais-je laisser ma clé ? J'ai décidé que non. Cette clé symbolisait mon appartenance à cette maison. En la gardant, je signifiais que je ne partais pas comme une voleuse, mais que je quittais un lieu qui ne me voulait plus. J'ai tourné la clé dans la serrure, le plus doucement possible. Le petit clic m'a paru assourdissant dans le silence de la nuit. Puis, j'ai fermé la porte derrière moi. Sans un regard en arrière. Je suis monté dans ma voiture, garée un peu plus loin dans la rue. J'ai démarré le moteur et j'ai roulé, d'abord doucement, puis en accélérant à mesure que je m'éloignais de ce quartier, de cette ville, de cette vie. J'ai pris l'autoroute A7, direction le sud, vers l'inconnu, vers l'Ardèche. J'ai ouvert la fenêtre en grand, laissant le vent frais de la nuit s'engouffrer dans l'habitacle, comme pour chasser les dernières miasmes de mon passé. À une centaine de kilomètres de Lyon, je me suis arrêté sur une aire de repos déserte. J'ai sorti mon téléphone portable de mon sac. J'ai regardé une dernière fois la photo de Mathieu et moi en fond d'écran, une photo datant d'une époque heureuse. J'ai supprimé toutes mes photos, tous mes contacts. Puis, j'ai retiré la carte SIM, je l'ai cassée en 2 entre mes doigts et j'ai jeté les morceaux dans une poubelle. J'ai allumé le téléphone prépayé que j'avais acheté. L'écran vierge s'est illuminé, comme une promesse. La lune était mon seul témoin. J'étais seul, terrifié, mais pour la première fois depuis des années, j'étais libre. Cependant,
la liberté a un prix, et la première facture est souvent la solitude. Je suis arrivé dans le petit village d'Ardèche alors que le ciel commençait à peine à pâlir. La route pour trouver la maison était sinueuse et escarpée, un chemin de terre qui semblait me conduire au bout du monde. La maison était exactement comme sur les photos, une petite bâtisse en pierre, isolée, entourée d'arbres et de silence. Un silence total, profond, presque assourdissant après le bruit constant de ma vie d'avant. J'ai coupé le moteur. L'air était vif et sentait la terre humide et les pins. J'ai sorti mon sac de la voiture et j'ai ouvert la porte de ma nouvelle vie. L'intérieur était simple, rustique, avec une grande cheminée et des meubles en bois sombre. C'était froid et impersonnel, mais c'était à moi. Uniquement à moi. J'ai déposé mon sac, j'ai fait un tour rapide du propriétaire, puis l'épuisement de la nuit m'est tombé dessus. Mais je ne pouvais pas dormir. L'adrénaline qui m'avait porté pendant des heures commençait à retomber, laissant place à un sentiment étrange et écrasant. Je me suis assise sur les marches en pierre devant la maison, un plaid sur les épaules, et j'ai regardé le soleil se lever sur les collines verdoyantes. C'était d'une beauté à couper le souffle. Et pourtant, au lieu de la joie ou du soulagement que j'attendais, une vague de panique m'a submergée. Le silence, que j'avais tant désiré, était maintenant mon ennemi. Il me renvoyait à ma solitude, à l'énormité de ce que je venais de faire. Une petite voix perfide a commencé à murmurer dans ma tête. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Les doutes m'ont assailli. J'ai tout quitté. Mon travail, ma maison, mon mari, tout ça pour une blague stupide? Pour une humiliation de plus? N'aurais-je pas dû rester et me battre? N'aurais-je pas dû lui parler une dernière fois? Suis-je folle? J'ai détruit 8 ans de ma vie en une seule nuit. J'ai senti mes mains se mettre à trembler. J'ai serré le plaid plus fort autour de moi, comme pour me protéger de mes propres pensées. J'ai sorti mon nouveau téléphone de ma poche. Mon pouce a plané au-dessus des touches. J'étais à une seconde de chercher le numéro de Mathieu sur Internet, de l'appeler, de lui dire que j'avais fait une erreur, que je revenais. Le besoin d'entendre une voix familière, même celle qui m'avait tant déçu, était presque irrésistible. C'est alors que mon regard est tombé sur le siège passager de ma voiture, où j'avais posé le seul carton que j'avais emporté avec moi, celui qui n'était pas dans le box de stockage. Il contenait les quelques objets rescapés de ma grand-mère. Et soudain, l'image du vase brisé m'est revenue en mémoire, aussi nette que si c'était hier. J'ai revu le sourire narquois de Vincent. J'ai revu le regard fuyant de Mathieu. J'ai réentendu sa voix me disant « Je t'en achèterai un autre ». La colère, froide et lucide, a chassé la panique. Non, je n'étais pas folle. Non, je n'avais pas tout détruit pour une simple blague. J'étais partie parce que rester m'aurait tué à petit feu. J'étais partie pour sauver la femme que j'étais en train de devenir. J'ai rangé mon téléphone. La tentation était passée. Je me suis levée, le dos droit. Je ne pleurerai pas. J'ai inspiré profondément l'air pur de l'Ardèche, et je suis rentrée dans la maison. J'ai ouvert les volets en grand pour laisser entrer la lumière du jour. Puis, j'ai mis de l'eau à chauffer pour me faire un café. Un café fort. Le premier café du reste de ma vie. Cette première journée a été une bataille. Une bataille contre mes propres fantômes. Mais en la remportant, je savais que je pouvais remporter toutes les autres. Les semaines se sont transformées en mois. 8 mois se sont écoulés depuis ma fuite nocturne. La vie que je me suis construite en Ardèche était à l'opposé de tout ce que j'avais connu. Elle était simple, calme, et entièrement dictée par mes propres envies. Au début, le silence était difficile à apprivoiser. Mais peu à peu, il est devenu mon allié. J'ai réappris à écouter. J'écoutais le chant des oiseaux le matin, le murmure du vent dans les feuilles des châtaigniers, le crépitement du feu dans la cheminée les soirs de pluie. J'ai découvert que le silence n'était pas vide, il était rempli de vie. Ma routine était douce. Je me levais avec le soleil. Je prenais mon café sur le perron, en regardant la brume se lever sur la vallée. Puis, je travaillais. J'avais trouvé des missions de traduction en freelance sur Internet. Le travail n'était pas passionnant, mais il payait mes factures, et surtout, il me garantissait mon indépendance. Chaque euro que je gagnais était une affirmation de ma liberté,
une preuve que je n'avais besoin de personne d'autre que de moi-même pour survivre. L'après-midi, je partais en randonnée. J'ai exploré les sentiers qui serpentaient à travers les forêts, découvert des cascades cachées et des points de vue à couper le souffle. La marche était une thérapie. Chaque pas semblait me délester d'un poids du passé. Je laissais derrière moi la colère, la tristesse, l'humiliation. J'ai aussi recommencé à prendre soin de moi. J'ai planté un petit potager derrière la maison. Je cuisinais des repas simples avec mes propres légumes. La nourriture avait un goût différent, le goût de l'autosuffisance. J'ai recommencé à lire, à écouter de la musique, des choses que j'avais délaissées, trop absorbée par le drame de mon mariage. Lentement, j'ai recommencé à m'ouvrir aux autres. Il y avait une petite boulangerie dans le village voisin, tenue par une femme d'une 60aine d'années prénommée Martine. Elle avait un sourire chaleureux et des yeux pétillants de malice. Au début, j'achetais mon pain et je repartais aussitôt. Puis, un jour, elle m'a offert un café. Nous avons parlé. De la pluie et du beau temps, puis de choses plus personnelles. Je ne lui ai jamais raconté toute mon histoire, mais elle a semblé comprendre que j'étais une âme en reconstruction. Nos conversations matinales sont devenues un rituel, un petit moment de chaleur humaine qui faisait fondre la glace autour de mon cœur. Un matin, en me regardant dans le miroir, j'ai souri. Un vrai sourire, pas un de ceux que je forçais en société. J'ai vu une femme que je ne reconnaissais pas tout à fait, mais que j'aimais bien. Ses traits étaient plus détendus, son regard était clair et direct. Il y avait une force tranquille en elle que je ne me connaissais pas. Les 8 derniers mois ne m'avaient pas seulement permis de fuir une situation intolérable, ils m'avaient permis de me retrouver. J'avais déconstruit la femme brisée que j'étais devenue pour laisser place à une Élise nouvelle, plus forte, plus consciente de sa propre valeur. J'étais seule, mais je n'étais plus solitaire. J'étais en paix. J'avais construit une forteresse de paix autour de moi. Je pensais que ces murs étaient impénétrables. Mais le passé a une clé passe-partout, l'email. L'élément déclencheur fut anodin. J'avais besoin d'un ancien contrat de travail pour une démarche administrative, un document que je savais m'être envoyé par email des années auparavant. Mon cœur s'est mis à battre plus fort à l'idée de devoir me reconnecter à cette vieille adresse email, ce portail vers une vie que j'avais si soigneusement barricadée. Pendant des mois, j'avais résisté à la tentation. Mais ce jour-là, je n'avais pas le choix. Avec une profonde inspiration, j'ai tapé mon ancien mot de passe. La page s'est chargée. La boîte de réception a explosé sous mes yeux. Des centaines de messages non lus. Et des dizaines d'entre eux provenaient de la même adresse, celle de Mathieu. Ma première impulsion a été de tout sélectionner et de cliquer sur « Supprimer ». Effacer le passé d'un seul clic. Mais une curiosité morbide, ou peut-être un besoin inconscient de validation, m'a retenu. Ma main a tremblé en cliquant sur le premier message, envoyé le lendemain de mon départ. Les premiers emails étaient remplis d'une rage froide et accusatrice. Comment as-tu pu faire ça, Élise? Partir comme une voleuse au milieu de la nuit? C'est lâche. Tu me dois des explications. Un autre disait, mon frère a raison, tu es égoïste. Tu n'as jamais pensé qu'à toi. J'espère que tu es fier de toi. Je lisais ces mots sans ressentir de douleur, juste une distance froide. Cet homme en colère m'était devenu étranger. Puis, au fil des semaines, le ton a commencé à changer. La colère a laissé place à l'incompréhension, puis à une sorte de panique. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait de si terrible? Reviens, s'il te plaît. On peut en parler. La maison est si vide sans toi. Ces messages me laissaient un goût amer. Ils n'étaient pas vides à cause de mon absence, mais parce que le bruit de Vincent et des enfants avait disparu. Le véritable tournant s'est produit environ 2 mois après mon départ. Un email, plus long que les autres, a attiré mon attention. Le titre était simple, « Je suis désolé ». Je l'ai ouvert avec appréhension. Je me suis disputé avec Vincent hier soir, écrivait-il. Une grosse dispute. À propos de toi. Il a dit que j'étais faible de te laisser me manquer. Je l'ai regardé et pour la première fois, je l'ai vu tel qu'il est. Un parasite. Je lui ai demandé de partir. Lui et les enfants sont partis ce matin. Maintenant,
Je suis seule dans cette maison. Et le silence, ce silence que tu détestais tant, je le comprends maintenant. Il est insupportable. Les emails suivants étaient une longue litanie de regrets. Il avouait tout, comme un homme à confesse. Je me souviens du vase de ta grand-mère. J'ai été un idiot. J'aurais dû te défendre. Et puis, le plus difficile à lire, je me souviens du barbecue. J'ai entendu sa blague. J'ai vu ton visage. Et je n'ai rien fait. J'ai eu honte de moi, alors j'ai détourné le regard. C'est la chose la plus lâche que j'ai faite de toute ma vie. Le dernier message, envoyé il y a à peine une semaine, était différent. Il était empreint d'un désespoir total. J'ai reçu un avis de la banque. Je n'arrive plus à payer le crédit de la maison tout seul. Je risque de la perdre. Notre maison, Élise. Je sais que je ne le mérite pas, mais je t'en supplie. Si tu lis ça un jour, reviens. Pas pour moi. Mais pour tout ce qu'on a construit. Les papiers du divorce sont toujours sur la table de la cuisine. Je n'ai jamais pu les signer. Je suis restée assise devant mon écran, le souffle coupé. C'était tout ce que j'avais voulu entendre pendant des années. La reconnaissance de mes souffrances, la validation de mes sentiments. Mais en lisant ces mots, je ne ressentais ni joie, ni triomphe. Juste un vide immense et une profonde tristesse. C'était trop peu, et bien trop tard. Lire ces mots aurait dû me faire plaisir. Mais je ne ressentais rien. C'était comme lire les excuses d'un étranger pour un crime commis contre quelqu'un d'autre. La Élise qui l'avait blessé n'existait plus. Je pensais que lire ces emails serait la conclusion de mon histoire avec lui. Une fin épistolaire, distante et contrôlée. Je me trompais. Le destin, ou peut-être son désespoir, en avait décidé autrement. Une semaine après avoir lu ces messages, un samedi après-midi, alors que j'étais en train de jardiner, j'ai entendu le bruit inhabituel d'un moteur sur mon chemin de terre. J'ai d'abord cru que c'était le facteur, ou un voisin égaré. Mais le bruit s'est rapproché, et une voiture que je ne connaissais que trop bien est apparue au bout de l'allée. La voiture de Mathieu. Mon cœur a cessé de battre. La peur, la colère, la surprise, tout s'est mélangé en moi. Comment m'avait-il trouvé ? Je suis restée figée, ma truelle à la main, le regard fixé sur la portière qui s'ouvrait. Il est sorti de la voiture. Il avait vieilli. Il était plus mince, ses cheveux avaient grisonné sur les tempes, et il y avait une fatigue profonde dans ses yeux. Il m'a regardé, et son visage s'est décomposé. Il a fait quelques pas maladroits dans ma direction, puis s'est arrêté, comme s'il y avait un mur invisible entre nous. « Élise » a-t-il murmuré, la voix brisée. Je n'ai pas répondu. J'attendais. J'ai engagé quelqu'un pour te retrouver, a-t-il avoué, honteux. Un détective privé. Je sais que c'est horrible, que c'est une violation de ta vie privée, mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas vivre sans te dire pardon en face. Il a commencé à pleurer. Des larmes silencieuses qui coulaient sur ses joues. Il m'a répété tout ce qu'il avait écrit dans ses emails, sa lâcheté, ses regrets, sa solitude. Il m'a supplié de revenir, m'a promis que tout serait différent, que Vincent ne ferait plus jamais partie de nos vies, qu'il passerait le reste de ses jours à se faire pardonner. Je l'ai laissé parler, vider son sac. Étrangement, je n'ai ressenti aucune pitié. Juste une grande lassitude. Quand il a finalement manqué de mots, que seuls ses sanglots brisaient le silence de l'après-midi, j'ai pris la parole. Ma voix était calme, posée. Mathieu, je t'ai entendu. Et je crois que tes regrets sont sincères. Je crois que tu as enfin compris. Un éclair d'espoir a traversé son regard. Mais, ai-je continué, et cet espoir s'est éteint aussitôt. Tu dois comprendre une chose. Le pardon ne signifie pas la réconciliation. Je te pardonne. Je te pardonne de ne pas m'avoir vu, de ne pas m'avoir défendu, de m'avoir laissé tomber. Mais je ne peux pas revenir. Pourquoi ? A-t-il suffoqué. On peut tout reconstruire. Non, on ne peut pas, ai-je dit doucement. Parce que la Élise qui t'aimait est morte ce soir-là, au barbecue. Tu l'as laissée mourir. Et la femme qui te parle aujourd'hui, elle a dû se battre pour naître de ses cendres. Elle ne peut pas retourner dans la maison qu'il a presque détruite.
Je ne peux pas me pardonner à moi-même si je retourne dans un endroit où j'ai dû me briser pour survivre. Notre histoire est terminée. Faisons-le avec la dignité qu'il nous reste. Il est resté silencieux un long moment, le visage ravagé par le chagrin. Puis, pour la première fois, il a hoché la tête. Il avait compris. Il n'y avait plus de combat à mener. Il avait perdu. Il est retourné à sa voiture sans un autre mot, et il est parti comme il était venu. Je l'ai regardé s'éloigner jusqu'à ce que sa voiture disparaisse, emportant avec elle les derniers fantômes de mon passé. Mon histoire est terminée, mais peut-être qu'elle n'est qu'un début pour quelqu'un qui m'écoute en ce moment. Ne laissez jamais personne vous rendre invisible. Votre présence est un cadeau, pas une évidence. Si vous avez l'impression d'être effacé, d'être pris pour acquis, sachez que vous avez le droit de partir. Parfois, le plus grand acte d'amour que l'on puisse faire, c'est de s'aimer assez soi-même pour choisir sa propre paix. Si vous avez déjà vécu une situation similaire, si vous vous êtes déjà senti transparent aux yeux de ceux que vous aimez, partagez votre histoire dans les commentaires. Savoir que l'on n'est pas seul est le premier pas vers la guérison. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous, et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires qui, je l'espère, parlent au cœur.